permet de vous présenter ce soir cette bien immodestement nommée conférence. Vous savez que je préfère le terme présentation. C'est toujours un plaisir, pas mal de travail, il faut le dire, mais un plaisir que de préparer ce genre de choses parce que j'apprends beaucoup. Un peu un thème comme ça pris presque par hasard. Et ça permet d'apprendre et, comme on dit, je sais que certains d'entre vous ont officié dans l'enseignement, on apprend réellement bien qu'en faisant soi-même. Voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, comme je vous l'avais dit lors de la conférence du mois d'avril dernier, à intervenir, à compléter, à questionner. Alors, en la matière, il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de néophytes, hein, nous sommes tous entre les deux. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait lacunaire, ce que je vous présente ce soir, parce que je vais tenter de vous présenter, en dépit d'un rhume, alors s'il y a quelques interruptions, vous voudrez bien me le pardonner. C'est lacunaire, mais j'espère que ça invitera des réflexions et puis peut-être des pistes aussi pour des travaux ultérieurs dans le cadre du club. Voilà, Arts et Astres, donc j'ai choisi ça en fait parce qu'en qualité de linguiste, j'aime bien aussi les anagrammes, et là, comme vous pouvez le constater, on a presque un anagramme. Je me suis dit donc finalement, qu'est-ce qui peut unir ces deux dimensions qui paraissent assez éloignées, surtout de nos jours. Bon, alors, je n'ai pas fait preuve d'une grande originalité, hein, j'ai simplement privilégié une approche historique, hein, voir un petit peu comment les arts et l'astronomie avaient été conceptualisés à travers l'histoire. Je précise tout de suite que je n'ai pas pu, vous le comprendrez sans doute et je vous en remercie, englober l'ensemble des civilisations qui ont pu à la fois traiter des arts et des astres, donc toutes les civilisations. Ça aurait été un travail absolument monstrueux. Donc je me suis borné quasi exclusivement en fait à notre civilisation, la civilisation européenne, et occidentale et européenne en particulier. Voilà, donc pour le sommaire de la présentation, donc ça va être encore une fois une approche un peu chronologique, hein, où on va partir tout simplement de la fin de l'Antiquité, du Moyen-Âge, pour progressivement avancer à travers le Moyen-Âge, la Renaissance, évidemment les temps modernes, les Lumières, et puis notre époque actuelle, le XXe siècle, avec en particulier la partie 3, Space Art ou art spatial, et puis aussi l'avenir de cette relation un peu bizarre parfois entre les arts et les astres. On verra que les chemins, la relation a toujours existé, mais elle a eu évidemment ses moments, comme on dit. Alors lorsque l'astronomie était un art, j'y viens, mais je voulais quand même donner cette citation d'Albert Einstein avant de commencer, parce que finalement, personnellement, j'ai toujours été convaincu que les humanités, comme on le disait dans le temps, et la science trouvaient une origine commune dans la créativité, l'imagination. C'est l'imagination, finalement, je pense, de mon point de vue, qui a amené les scientifiques à faire les plus belles découvertes et les artistes à créer les plus belles choses. Donc Einstein, en quelques mots, l'a très très bien résumé. Il parle de mystère. Voilà, donc cette montagne de mystère dont le versant serait les arts, l'art d'un côté et la science de l'autre. Alors l'astronomie, lorsque l'astronomie était un art, ce qui m'a frappé, lorsque j'ai fait ces recherches, je me suis d'abord demandé, interrogé effectivement sur le lexique, sur les dénominations, et j'ai découvert que, je ne le savais pas, qu'à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, l'enseignement, le savoir, on ne parlait pas de science à l'époque, était organisé de cette manière, ce qu'on appelait les arts libéraux. Alors n'y voyez pas d'allusion politique, hein, en ce moment, on baigne un peu dedans. Donc les arts libéraux, qui s'organisaient en fait de manière assez simple. Ces arts libéraux étaient divisés dans l'ordre de priorité le trivium. Le trivium qui concerne en fait le pouvoir de la langue. C'est-à-dire qu'on considérait à l'époque qu'il fallait maîtriser absolument la langue avant de pouvoir poursuivre sur les sciences. Donc les aspects, disons les
les aspects principaux de la maîtrise de la langue passent par la grammaire qui permet de construire la langue, hein, de la structurer, la dialectique, l'idée que la connaissance en fait s'élabore à travers le dialogue, et puis la rhétorique qui permet de donner à la langue cet aspect persuasif, convaincant, qui permet d'emporter finalement l'accord ou l'adhésion de l'interlocuteur. Donc on le voit dans cette petite citation latine, hein, qui était un peu un moyen mnémotechnique de se rappeler des arts libéraux. La grammaire parle, la dialectique enseigne et la rhétorique colore les mots. Voilà, une fois qu'on était un peu armé dans ces matières, on pouvait passer à la seconde partie, et là ce n'est plus le pouvoir de la langue, c'est le pouvoir des nombres. Alors là c'est une catégorie finalement où on retrouve des éléments qui nous paraissent plutôt logiques, l'arithmétique en particulier, hein, l'arithmétique qui compte, la géométrie qui pèse, n'oublions pas que la géométrie s'occupe des volumes, donc forcément elle pèse, et puis, un peu à ma grande surprise, deux matières, deux disciplines que je ne m'attendais pas à trouver, en l'occurrence la musique et l'astronomie. Alors on va essayer d'élucider un petit peu ce lien entre musique et astronomie. Alors une petite parenthèse quand même avant de poursuivre, d'abord pour vous dire que cette classification en fait a été généralisée ou appliquée par le ministre de l'Éducation nationale de Charlemagne, qui à l'époque s'appelait Alcuin. Hein. Alcuin, c'était un savant écolâtre. C'est lui qui a appliqué cette forme de programme finalement à l'enseignement, évidemment l'enseignement supérieur, et pas à l'école à partir de 3 ans comme aujourd'hui. Voilà, donc Alcuin, serviteur de Charlemagne, qui était le maître précepteur de la famille de Charlemagne, qui a œuvré durant la période qu'on a appelée la période de la Renaissance carolingienne. Donc vous voyez au passage un petit clin d'œil quand même à ce souci permanent de réforme de l'éducation nationale, parce que là il s'agissait bien d'une réforme, c'était sans doute une des premières d'une longue série hein, dans l'éducation. Voilà. Avant de revenir aux arts libéraux, je voudrais, puisqu'on est à l'époque carolingienne, vous présenter une première œuvre. Alors en fait, cette œuvre, c'est un livret, hein, c'est un codex carolingien. Alors je rappelle que codex, c'est évidemment l'ancêtre du livre. Hein. Le codex, c'est un cahier. Hein. Le codex a été une avancée majeure dans l'écriture, puisqu'on est passé en fait du parchemin qu'on dépliait au codex, avec des pages qu'on tournait. Donc ça, c'est effectivement de l'Antiquité tardive. Donc le codex carolingien, un codex carolingien enluminé, donc, au IXe siècle, mais il reprend en fait, c'est une copie de poèmes didactiques d'un poète grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui s'appelait Aratos de Sol. Hein. Et donc ces poèmes didactiques, qui sont un des deux ouvrages de base pour l'étude de l'astronomie à l'époque, cet ouvrage a été somptueusement enluminé. On les appelle aujourd'hui les Arathea de Leyde. Arathea vient d'Aratos évidemment, de Leyde, d'après la ville des Pays-Bas où ils sont actuellement conservés. Alors c'est l'œuvre d'un certain Astronomus qu'on ne connaît qu'au travers du titre de ses œuvres. Alors vous voyez que les enluminures sont quand même d'une grande valeur artistique. Hein, et j'en ai également une petite dernière à vous montrer, qui figure également dans le même ouvrage, le planisphère céleste, avec évidemment une position assez fantaisiste des astres. Voilà, alors il y avait cet ouvrage, hein, les Phénoména, donc les Arathea de Leyde, et puis il y en avait un second également que je vous montre très très rapidement, qui était considéré aussi comme la base, en fait, quelque chose qu'il fallait absolument étudier à l'époque. Il s'agit du Poeticon Astronomicon, hein, qui est un manuscrit, alors qui nous vient en fait d'un poète romain, cette fois-ci, du 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'appelait Hygin. Enfin, on n'est pas tout à fait sûr, mais on pense que c'est lui qui a réalisé ce Poeticon Astronomicon. Et là, la version que vous voyez, ce manuscrit, en fait, lui, est plus tardif, il date de la Renaissance, hein, il a été publié à Venise,
à la fin du XVe siècle. Vous voyez, bon, comme pour l'autre, hein, vous voyez évidemment ici les constellations qui sont reproduites avec des éléments que je ne pourrais pas évidemment vous détailler. Voilà, donc les phénoména et ce manuscrit, le Poeticon Astronomicon, sont vraiment les deux ouvrages de base pour l'astronomie à l'époque, et on voit déjà évidemment un travail artistique se former dans ces ouvrages. Alors revenons cependant aux arts libéraux, si vous voulez bien. J'ai trouvé cette image qui me plaît beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisée. Alors, il s'agit d'une allégorie justement de la philosophie et des 7 arts libéraux. Alors cette allégorie, elle est extraite en fait issue d'une encyclopédie chrétienne qui a été réalisée au XIIe siècle et qui a été réalisée, il faut le signaler, par une femme. C'est la première encyclopédie réalisée par une femme qui s'appelait Erad de Landsberg, qui dirigeait en fait un couvent sur le mont Saint-Odile, dans l'Est, et qui, avec ses moniales, a rédigé en fait cette encyclopédie, bon, qui en fait est un peu une forme de somme des connaissances théologiques et profanes de l'époque. Alors ce qui est intéressant, je trouve, dans cette illustration, c'est qu'elle est très complète. Vous voyez au centre le personnage qui trône, c'est la philosophie, d'ailleurs vous pouvez peut-être le lire, Philosophia, hein, et il tient une sorte de banderole dans les mains, où on peut lire « Omnis sapientia ad homino Deo est », toute sagesse vient de Dieu. C'est d'ailleurs la phrase par laquelle débute le texte biblique de l'Ecclésiaste. Vous voyez que la figure principale que je viens de mentionner est surmontée de 3 petites têtes sur la couronne, si vous pouvez les distinguer. Alors ces têtes ont été identifiées comme étant l'éthique, la logique et la physique. Vous voyez, donc il faut voir la philosophie portée en fait par l'éthique, la logique et la physique. Évidemment la physique à l'époque, il faut l'entendre au sens de la métaphysique, parce qu'il n'y avait pas de physique, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Donc la philosophie est vraiment la science, on ne parle pas de science, mais vraiment le savoir d'où découle en fait tout le reste. Et précisément, quand on parle de découler, vous pouvez voir ces petits G, en fait, qui partent sur la gauche et sur la droite, 4 sur la gauche et 3 sur la droite. Les 3 sur la droite, évidemment, représentent les arts libéraux du trivium, dont j'ai parlé tout à l'heure, et sur la droite, ceux du quadrivium. Et vous voyez, évidemment, dans le second cercle, autour, en commençant par le haut, la géométrie, la rhétorique, la dialectique, la musique, évidemment, l'arithmétique, la géométrie, j'ai peut-être déjà dit, et l'astronomie. Voilà les 7 arts libéraux. Les 4 personnages dessous sont des auteurs païens, non chrétiens, et Erad de Landsberg et ses moniales ont voulu illustrer en fait la prédominance des arts libéraux venant évidemment, dont la sagesse est inspirée directement par Dieu, au détriment de ces auteurs païens, dont les corbeaux qui sont perchés sur les épaules inspirent des sentiments et des écrits, évidemment, qui n'ont pas vocation à être enseignés ou transmis. Voilà pour cette œuvre du XIIe siècle. Je voulais également revenir à cette occasion, alors vous dire aussi que les arts libéraux, en fait, s'opposent avec ce qu'on appelait à l'époque les arts ou techniques dites serviles. Il s'agit en fait de tous les arts et métiers, tous les arts et métiers qui étaient considérés finalement comme des arts de seconde catégorie. Donc tout ce qui se construisait, se faisait, se fabriquait évidemment, étaient considérés comme des métiers de seconde catégorie. Et les artisans ou les maîtres, même, devaient demander souvent, pour des commandes exceptionnelles, la permission en fait, aux détenteurs, aux savants des arts libéraux de pouvoir réaliser telle ou telle chose. Donc on a vraiment cette typologie, cet ordre, cette classification, les arts libéraux trônent, et en dessous on trouve les arts ou techniques dites serviles. Quand on parle de beaux-arts, parce qu'on en parlera évidemment ce soir, alors là il faut voir que c'est quand même un terme qui lui s'est vraiment stabilisé à la fin du XVIIIe siècle. Les beaux-arts,
Donc c'est finalement une notion qui n'existait pas à l'époque. Alors, les beaux-arts, ils ont la peinture, la danse, l'architecture, la sculpture, le dessin et la gravure. Les beaux-arts, eux, visent, en un sens philosophique, la contemplation du beau, comme aurait dit Platon, le beau et la splendeur du vrai. J'aime beaucoup cette citation, même si on n'est pas tout à fait sûr que c'est Platon qui en soit l'auteur. Alors, on voit certainement ce positionnement de l'astronomie dans cette famille prestigieuse des arts libéraux. En fait, on le doit, j'ai presque envie de dire, évidemment, aux philosophes antiques, qui, notamment à partir de Platon, ne voulaient voir dans les cieux que l'expression d'une harmonie parfaite, l'œuvre d'un être parfait. Platon disait il y a deux sortes d'astres, les étoiles fixes et les astres errants, les planètes qui vient du mot grec planomai, errer, les objets qui errent. Donc les planètes sont au nombre de 7 dans la cosmologie antique, elles tournent autour de la Terre, et les distances entre ces astres, et c'est là où ça devient intéressant, sont dans des rapports semblables à ceux des sons harmoniques. C'est ce que dit Platon dans sa République. Alors, on se rappelle qu'en même temps qu'ils étudiaient le ciel, les pythagoriciens, disciples de Pythagore, s'intéressaient, eux, aux sons émis par divers objets, en particulier les cordes vibrantes. Et ils ont découvert que les sons obtenus en divisant les cordes dans des proportions mathématiques simples produisaient des intervalles musicaux qui étaient agréables à l'oreille. Tout simple, vous prenez une corde, vous la pincez, ça fait un son particulier, vous la divisez par deux, ça fait un son particulier. Et donc ils ont divisé la corde comme ça par 7. Et ils ont obtenu une gamme de 7. Une gamme de 7. Alors, c'est la gamme qu'on a appelée la gamme de Pythagore, avec 7 notes, et qui a été symboliquement associée donc, à l'époque aux 7 planètes observées dans le ciel. Donc on voit ici que les arts des sons et l'harmonie céleste s'interprétaient en symbiose. Alors vous voyez sur cette gravure du Moyen-Âge, c'est exactement cette idée est représentée, avec à droite les différentes planètes, et puis à gauche en fait les genres musicaux ou les notes représentés en fait par des muses. Donc voici le lien entre musique et astronomie qui est traduit, qui s'explicite ici. D'ailleurs, aujourd'hui dans notre langue, le terme harmonie, notons-le, rappelons-nous, relève aussi bien du champ musical que de la notion métaphysique. Finalement, il n'y a pas. Nous avons gardé cette conception à travers le vocabulaire. Alors évidemment, comme je vous le disais, la science, à proprement parler, n'était alors qu'une notion philosophique, de la connaissance pure, au sens de savoir. Progressivement, c'est devenu une notion religieuse. Sous l'influence du christianisme, on parlait de la docte science, et ça concernait bien sûr l'étude des canons religieux, de l'exégèse et des écritures. En un mot, la première science vraiment instituée, c'est la théologie. Alors j'aime évidemment toujours citer cette phrase de Rabelais qui nous rappelle toujours l'origine spirituelle de toute science. Science sans conscience, ni que ruine de l'âme. Qui nous montre évidemment ce lien très très fort qui existait entre le divin et le scientifique, entre guillemets. Voilà, donc en somme, pour ce qui est de la civilisation occidentale, on pourrait dire que art, science et religion sont nés d'une sorte de Big Bang métaphysique, ils étaient tous ensemble comme ça, il y a une sorte de Big Bang, et au départ, ils étaient indissociablement mêlés, et progressivement, après le Big Bang, tel l'univers en expansion, ils ont pris des trajectoires divergentes, se sont individualisés, et aujourd'hui, c'est vrai que parfois on a du mal à reconnaître les liens, ou admettre ou accepter les liens de parenté. Alors, si les philosophes antiques ont travaillé sur l'harmonie du monde et de la musique en même temps, eh bien, écoutez, ça a quand même aussi inspiré des artistes tout à fait contemporains. Alors là, je voulais vous présenter, bon, c'est juste une représentation du même moine sur
la découverte des proportions musicales par Pythagore et ses disciples. Vous voyez les vers avec l'eau qui est remplie. Bon, évidemment, ça c'est les jeux qu'on fait quand on est enfant, les cloches, etc. Voilà les cordes en bas. Alors, cette corrélation en fait entre musique et astronomie, elle a inspiré en particulier un compositeur, Claude Samuel Lévin, et une astrophysicienne assez connue par ailleurs, Sylvie Vauclair, qui a produit cela. Alors, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est une... Je vais un peu. En fait, Claude Samuel Lévin est parti du principe qu'une étoile, c'est une, on le voit à l'écran, compositeur, c'est une cavité résonante, comme une caisse de résonance de guitare, et qui émet des vibrations. Donc, pour ce qui concerne les étoiles, évidemment, ces vibrations ne sont pas sonores, elles sont lumineuses. Donc, Claude Samuel Lévin a, avec l'aide de Sylvie Vauclair, a en fait enregistré les vibrations lumineuses et les a converties en vibrations sonores. Après, évidemment, il a fait des arrangements autour de ça, hein. Mais cette musique, en fait, d'une certaine manière, traduit ce que pourrait être un voyage sonore à travers la galaxie. Hein, on a vu certaines étoiles qui apparaissaient, les noms apparaissaient, ça correspondait en fait aux vibrations émises par ces étoiles. Voilà. Ça, c'est un travail assez récent, d'il y a 2-3 ans, très contemporain. Alors, je vais essayer de me dégager de la nouvelle musique des sphères. Alors, apparemment, il ne veut pas procéder comme ça. Voilà, je finis donc je clôt en fait la période, on va dire, antique, pour arriver maintenant à la suite, en fait, au Moyen-Âge, hein, et m'arrêter en particulier sur l'évolution des représentations graphiques des astres au Moyen-Âge. Alors évidemment, dans les arts picturaux en Occident, les premières représentations du ciel visent à conforter la vision politico-religieuse du monde. Hein, on voit ici évidemment des représentations, des dessins ou qui en fait confortent la thèse de la géocentricité de Ptolémée, hein, qui fait que l'homme, à l'image de Dieu, est au centre de l'univers. C'est, de mon point de vue et d'après mes recherches, à peu près les seules vraies représentations des astres que j'ai pu trouver, hein, qui étaient vraiment centrées autour encore une fois, de ce système de pensée politico-religieux. Tiens, non, il ne veut plus suivre, c'est pas grave, comme ça. Voilà. Alors, j'ai quand même cherché un petit peu et j'ai trouvé quand même des éléments un peu plus intéressants sur un astre en particulier, on peut le classer évidemment dans la catégorie des astres, c'est celui de la comète. Le ciel, évidemment, à l'époque, bon, là on parle du XIe siècle, le ciel à l'époque était très très peu connu, hein, donc en fait il inspirait le plus souvent la crainte et l'effroi. Et la figure de la comète, à travers le Moyen-Âge et même jusqu'au temps moderne, a été un peu le symbole, ce symbole maléfique. La manifestation la plus connue
de la comète, évidemment, vous le savez, c'est celle de Halley, et qui a été représentée sur la 32e scène de la tapisserie de Bayeux. Alors on sait aujourd'hui que cette comète a réellement été vue du 24 avril au 1er mai 66. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette date se trouve finalement entre le moment où Harold usurpe le trône d'Angleterre, parce qu'en fait, vous vous rappelez l'histoire, hein, le roi précédent, Édouard, avait demandé à Harold, son fils, d'aller prévenir Guillaume en Normandie qu'il était l'héritier, qu'il serait l'héritier du trône d'Angleterre, ce que fit Harold, mais revenu chez lui, évidemment, il s'est empressé, une fois Édouard mort, de prendre le trône, hein, et ça a déclenché l'ire de Guillaume le Conquérant, qui a monté sa flotte et qui, en 1066, donc, a envahi l'Angleterre, et on connaît la suite. Et l'épisode de la comète, en fait, se situe entre disons, ce voyage d'Harold auprès de son cousin et l'invasion de l'Angleterre. Donc les soldats anglais sur la gauche, ils voient un signe, bon évidemment la tapisserie a été faite après par les vainqueurs, hein, mais désigne la comète pour dire, voilà, c'est un signe, c'est un mauvais présage, ce qu'a fait Harold, en fait, est une usurpation et va nous coûter cher. Avec l'inscription latine, ceux-ci admirent l'étoile. La comète, on la retrouve à travers différentes œuvres, un peu de toutes les époques. J'ai fait une petite composition. Vous voyez, cette dimension, en particulier la petite diapositive en haut à gauche, cette dimension fin du monde, dimension eschatologique, apocalyptique. Au Moyen-Âge, l'idée de la mort, de la fin des temps, était quelque chose de tout à fait prégnant. Et donc on a cette représentation, là, cette enluminure sur parchemin, et on voit les deux comètes dans le ciel, et ces fléaux qui s'abattent sur la Lune. Alors, de manière assez intéressante, beaucoup plus tard, hein, on a au XIXe siècle un peintre anglais, William Blake, qui a dessiné le fantôme d'une puce. À l'époque, la puce, même encore aujourd'hui d'ailleurs, la puce était très redoutée parce qu'elle était vectrice de nombreuses maladies. Donc la puce avait un côté un peu maléfique. Et donc voilà, le fantôme de cette puce est représenté. Vous voyez la comète représentée d'ailleurs de manière assez réaliste, là pour le coup, n'est pas très loin. Et puis enfin en bas, un tableau de John Martin, la veille du déluge. La veille du déluge. On ne voit pas très très bien, mais il y a un patriarche, Mathusalem, je crois, qui est allongé en haut du promontoire, et puis qui voit cette comète qui arrive et qui annonce le déluge. Donc vous voyez, vision très politique religieuse du ciel, et puis le ciel considéré quand même comme menaçant finalement, comme une menace perpétuelle. Alors, on ne va pas ressortir évidemment la phrase d'Astérix et d'Obélix, hein, qui ne craignaient rien, sinon que le ciel ne leur tombe sur la tête. Alors, le ciel, et là on passe évidemment à la Renaissance. Donc, la Renaissance, c'est quand même aussi une grande respiration dans l'histoire de la pensée, avec des artistes qui, d'une certaine manière, ont réappris à l'homme à goûter la beauté et à se détacher progressivement des croyances. Enfin, évidemment, ce n'était qu'un début. Donc on voit que, à travers cette peinture du Tintoret, l'origine de la Voie lactée, les représentations du ciel peuvent aussi inspirer une forme de volupté. En l'occurrence, l'histoire qui est contée à travers ce tableau, parce que les Italiens aimaient bien toujours raconter des histoires dans leur tableau, c'est Zeus, hein, qui amène son fils Héraclès, Hercule, au sein de sa femme, la déesse Héra, pour le nourrir de son lait, parce que sans le lait d'Héra, Hercule n'aurait pas d'immortalité. Il faut absolument prendre le lait d'Héra. Alors, il profite en fait du sommeil d'Héra pour l'emmener à son sein, et les gouttelettes de lait qui s'échappent du sein d'Héra, vous voyez au-dessus, forment les premières étoiles et forment la voie bien nommée lactée. Pour la petite histoire, Zeus a profité du sommeil d'Héra, parce que Hercule n'est pas le fils d'Héra, mais le fils d'une mortelle qui s'appelait Alcmène. Et comme on le sait, Zeus était un coureur de mortels jupons. Hein.
Donc je pense que l'histoire, c'est... Enfin, bon, il a dû y avoir une salle quelque part. Voilà, pour cette... Junon n'était pas d'accord. Comment? Junon n'était pas d'accord. Sans doute. Oh, ben, les dieux avaient toujours de bonnes raisons de se taper dessus, de toute façon, hein, ça c'est sûr. Voilà, on avance, bon, on est là évidemment, la Renaissance est déjà bien mûrie, on va dire. Et là, on passe de l'Italie, la tradition italienne, à l'autre grande tradition de l'époque, c'est la tradition flamande. Alors la tradition flamande, elle est intéressante parce que vis-à-vis de l'astronomie, on voit qu'on est dans autre chose. On est plus dans de la description que dans de la narration. Vous voyez, avec la peinture du Tintoret, on voyait que c'était vraiment une histoire qui était contée. Ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut montrer plutôt une forme de réalité de manière plutôt réaliste. Alors j'ai choisi pour illustrer cette œuvre de Werner, Johannes Werner, l'astronome, aussi appelé l'astrologue. Alors l'astrologue, pourquoi l'absence de distinction? Évidemment, dans un monde qui était encore dominé par le géocentrisme, l'astrologie était reine. Plus particulièrement jusqu'à la fin du XVIIe. En fait, entre le XIIe et le XVIIe, tous les rois avaient leurs astrologues. L'astrologie était d'ailleurs enseignée à la faculté. Donc, même des astronomes dont la contribution reste monumentale à l'histoire de l'astronomie, comme le grand Tycho Brahe, en fait, étaient eux-mêmes des astrologues qui fabriquaient des horoscopes. Tycho Brahe, il mélangeait un peu les deux, et puis il voulait, en fait, dit-il, débarrasser l'astrologie de l'erreur et de la superstition, afin d'obtenir un meilleur accord entre elle et l'expérience. Donc lui, son but, c'était vraiment de faire s'accorder astrologie et astronomie. Donc il fabriquait, il vendait ses horoscopes, et même un peu plus tard Kepler, enfin son disciple, le disciple de grand Kepler, le disciple de Tycho Brahe, qui découvrira les lois des mouvements des planètes à partir des observations de Tycho Brahe, et bien Kepler lui aussi vendait des horoscopes, mais par contre, il paraît qu'il était beaucoup moins convaincu de la validité des thèses astrologiques. Je reviens au tableau, que j'aime beaucoup parce que bon, c'est de la peinture flamande, donc on est tous toujours un peu admiratifs devant ces lumières, cette lumière latérale là, qui vient de la fenêtre, qui est quand même très très belle, et puis le geste de cet astronome, un geste d'étude, où il pose sa main sur le planisphère céleste, qui représente évidemment des constellations. J'ai fait un petit zoom pour vous montrer en fait que ici, ce qui change aussi, c'est que on commence à s'intéresser aux aspects un peu scientifiques de l'astronomie. Pourquoi? Parce qu'il y a le planisphère, évidemment. Vous pouvez voir les constellations, la Grande Ourse par exemple, figurer sur le planisphère, mais vous voyez aussi d'autres objets, évidemment le manuel de l'astronome, et puis juste à côté, vous le voyez peut-être ici, il y a le compas, un compas dont le bout dépasse, et puis sous le planisphère, vous voyez un astrolabe ancien également qui apparaît. Donc là, on est dans une autre forme de représentation. On va vouloir représenter les instruments, et donc on parle déjà d'une certaine manière à travers la peinture de science. Évidemment, tout ça va de pair avec les avancées scientifiques du XVIIe siècle. De la même manière, alors aussi vous dire que oui, c'est bon, voilà. Alors ici, je vous présente une autre œuvre, de la même époque, qui est l'œuvre de Gerrit Dou, qui était un disciple de Rembrandt. C'est l'astronome à la chandelle. Alors j'aime bien cette œuvre-là, parce que là aussi, d'abord, on voit qu'on s'intéresse à des aspects un peu plus, tout ce qui concerne l'observation, etc. Donc c'est intéressant. Et puis surtout, elle est très très belle parce que il y a une forme de précision. Guéridou est
un peu l'initiateur de ce qu'on a appelé dans ce mouvement nordique de la peinture précieuse. Il s'intéressait aux moindres détails, hein, il était très très méticuleux. On voit par exemple que dans le sablier qui est en bas à droite, il reproduit en fait le reflet de la flamme, vous voyez, tout est ciselé. J'ai lu que pour une simple main, il pouvait passer 5 jours pour peindre une simple main. Voilà cet astronome à la chandelle. Alors, la peinture flamande s'intéresse aussi à l'astronomie, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'astronomie, ça devenait important à l'époque pour le commerce, parce que le commerce se faisait par navigation, par voie de mer en l'occurrence. Hein. Et donc c'est aussi pour ça, d'une certaine manière, ces besoins de connaissances en astronomie ont amené les peintres à s'intéresser à l'astronomie de manière un peu plus scientifique, je dirais. On avance un tout petit peu. Là, c'est une œuvre en fait de Claude Gellé dit Le Lorrain, Claude Le Lorrain, un peu plus tardive, mais qui est très belle, que j'aime beaucoup, mais qui figure un peu un trait d'union entre ce qu'on a vu précédemment et ce qui va suivre, l'impressionnisme. Hein. On n'est pas encore évidemment ici à l'impressionnisme, mais on voit que on aime beaucoup peindre à cette époque, on aime beaucoup peindre les ciels et commencer à utiliser la lumière pour colorer, créer des atmosphères, des ambiances tout à fait particulières. Voilà. Mais ça reste quand même un genre, un peu comme les maîtres hollandais, un genre tout à fait descriptif. On essaie ici, vous voyez, de décrire une scène, je dirais, de la vie quotidienne. Et un peu plus tard, bon, même un certain temps plus tard, apparaît un nouveau mouvement artistique. On n'est pas tout à fait encore ici à l'impressionnisme. Là, vous avez une œuvre de Corot. Et on voit que le ciel, encore une fois, est représenté. Hein, enfin, en l'occurrence, là, ici, c'est la Lune. Mais on sent déjà que la représentation n'est plus tout à fait réaliste, n'est plus descriptive. On sent que chez le peintre, en fait, c'est l'expression d'une certaine émotion qui va primer sur l'observation. Et on le voit à travers ce floutage un petit peu, cette ambiance particulière qui se dégage de cette toile nocturne. Alors en fait, on arrive progressivement, toujours sur la même veine, hein, ces représentations en particulier du soleil. On arrive tout doucement aux impressionnistes avec un des pères de l'impressionnisme, grand précurseur, Eugène Boudin, avec cette toile couchée de soleil sur le rivage. Alors les impressionnistes sont aussi les premiers à sortir, hein, vraiment à prendre leur chevalet, leur pinceau et à sortir dehors, et ne pas se contenter comme avant de rester dans leurs ateliers et de peindre. Donc ça change aussi la manière, évidemment, de représenter le monde. C'est d'ailleurs Boudin qui va initier Monet à la peinture en plein air, au Havre précisément, là où Monet réalisera la première toile qualifiée d'impressionniste. Je la montre de suite, s'il veut bien. Impression, soleil, levant. Alors, vous connaissez sans doute l'histoire de la toile. En fait, lorsque Monet a présenté cette toile aux critiques, elle a été rejetée, comme souvent les critiques. Elle a été rejetée, et puis le titre de la toile a inspiré à un critique ce terme d'impressionnisme, qui était dans sa bouche un terme péjoratif. Vous voyez, comme terme péjoratif. Et finalement, c'est le terme qui a qualifié cette nouvelle école qui allait faire Florès. Voilà, donc impression soleil levant. Donc là, vous voyez, on a quitté vraiment très franchement la description, l'observation, pour rentrer vraiment dans le subjectif et l'émotion de l'impressionnisme. Ce qui a fait vraiment le succès des impressionnistes, c'est la manière dont ils savent faire naviguer, c'est ce que je veux dire, la lumière sur leur toile. Hein, vous voyez les reflets du soleil dans l'eau, on a l'impression que le soleil coule au fil de l'eau.
peintre anglais, évidemment William Turner, dans la même veine. Un peu plus tard, elle nous fait des beaux ciels avec des effets de lumière conjugués à la brume. Alors Monet peint la nuit, hein, j'ai parlé de Monet tout à l'heure, mais le premier vraiment à peindre de nuit, c'est Van Gogh. Et là on le voit avec sa fameuse Nuit étoilée sur le Rhône. Avant de peindre cette toile, Vincent Van Gogh a écrit à sa sœur ces mots: « Je veux maintenant absolument peindre un ciel étoilé. Lorsque tu y feras attention, tu verras que certaines étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux roses, verts, bleus, myosotis. Et sans insister davantage, il est évident que pour peindre un ciel étoilé, il ne suffise point du tout de mettre des points blancs sur du noir bleu. » Voilà. Alors attention, peindre la nuit, c'est pas chose aisée à l'époque. Hein. Il faut tenir, enfin, faut vous imaginer, bon, il n'y avait pas évidemment l'éclairage public comme on le connaît aujourd'hui. Il faut tenir la bougie dans une main, et en l'occurrence ici le couteau de l'autre. Peinture au couteau. Quand on voit le résultat, on peut se dire quand même, enfin, on ne peut être que frappé par la dextérité d'un peintre comme moi. Il y a quand même des lumières. Oui. Qu'elles se reflètent dans l'eau. Oui, tout à fait. C'est la grande ours. Le reflet des étoiles ou de la ville, hein, le photo de la ville d'ailleurs, Au-dessus, c'est la grande avec des ours. personnages qui se promènent. Voilà, alors, l'œuvre que je vais vous montrer maintenant, elle est encore plus connue. Dans doute une des œuvres les plus connues de Van Gogh, c'est La Nuit étoilée. Alors, elle est intéressante, elle est complètement différente celle-ci de la précédente. On distingue clairement ici, vous voyez la Lune évidemment en haut à droite, et puis Vénus, sans me tromper, je crois que c'est celle qui est en haut à droite de la cime du cyprès. Vénus qui sont représentés ici par Van Gogh. Alors ce qui est intéressant dans cette toile, c'est que rien ne bouge, tout bouge, pardon, rien n'est statique. Vous voyez une grande spirale au milieu, c'est la spirale centrale en fait. C'est une reproduction. Van Gogh en fait s'est inspiré d'un peintre japonais. Donc, je vais vous donner le nom et vous montrer l'œuvre. Un peintre japonais qui s'appelait Hokusai, Katsushika Hokusai, qui a peint la grande vague de Kanawha. Vous voyez cette grande vague? Là, en fait, Van Gogh s'est inspiré de cette œuvre pour peindre son propre ciel. Alors, juste en passant, dire que ce monsieur Hokusai a été aussi quelqu'un qui a vraiment rénové en fait l'art de l'estampe japonaise. Quelqu'un qui est très connu en Orient. Alors, et pour compléter, oui. Moi qui suis fan d'horlogerie, ça peut avoir un lien, c'est la gravure qu'on retrouve sur toutes les montres Seiko de la ligne des montres des plongeuses, donc Seiko, voilà. D'accord. La vague de Kanawha. La vague de, voilà. D'accord. Très bien. En tous les cas, bon, une autre personne, en l'occurrence un astrophysicien. Alors vous dire quand même qu'évidemment sur le tableau lui-même, ce qui est représenté dans le tableau, je parle de celui de Van Gogh, hein, ce qui est représenté, c'est le village de Saint-Rémy-de-Provence, hein, vu depuis la chambre de Van Gogh, dans l'asile du monastère de Saint-Paul de Mosole, parce que Van Gogh était interné cet été-là. Et il a été démontré que Van Gogh a peint en fait la nuit du 25 mai 1889. Alors, il y a un astrophysicien, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, qui a en effet retrouvé la configuration précise des étoiles et donc qui a pu dater en fait la toile du 25 mai. Il raconte lui que, d'après lui, la vague, le tourbillon qu'on voit au milieu de la toile serait en fait une galaxie, hein, qui aurait été représentée par Van Gogh, parce qu'à l'époque, les revues spécialisées avaient décrit, en fait, annoncé la présence d'une galaxie dans cette région, et Van Gogh aurait tout simplement voulu retourner à cette galaxie. Donc, vous voyez, quelque part, d'un tableau véritablement impressionniste, on arrive presque à une représentation scientifique précise du ciel, là, qui est assez intéressant.
Alors cette nuit étoilée de Van Gogh a inspiré un autre grand peintre, celui-ci norvégien, Edvard Munch, dont vous connaissez certainement l'œuvre la plus célèbre, Le Cri. Edvard Munch, lui aussi assez torturé, tourmenté comme peintre, comme Van Gogh, a peint un petit peu sur le même thème. On voit le profil d'Edvard Munch ici, qui se dessine là. Voilà, cette toile raconte une histoire, mais on ne va pas la conter, ça prendrait trop de temps. Simplement vous dire que Munch, lui, est déjà, en fait, n'est plus un impressionniste. Là, on arrive, en fait, à un nouveau mouvement, en fait, qui se fait jour à partir du début du XXe siècle, c'est l'expressionnisme qui s'annonce. On voit toujours nos étoiles. Alors l'expressionnisme va évidemment, se morceler et donner naissance à tout un tas de mouvements artistiques, en passant, on le voit à gauche, par le futurisme, avec cette œuvre de l'italien Giacomo Balla, le transit de Mercure dans le Soleil, et puis le père de l'art abstrait, un peu plus tard, Vassili Kandinsky, qui peint le ciel de manière tout à fait originale. Voilà, j'en ai fini pour ce survol, alors très très rapide, de l'astronomie vue par les peintres jusqu'à l'époque moderne. Là, j'arrive donc à la deuxième partie de cette présentation avec les représentations artistiques du ciel à notre époque. Je me suis un petit peu gratté la tête quand même pour essayer de voir un petit peu comment le ciel, les relations entre l'art et le ciel. Alors la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le phénomène, l'objet en fait qu'on appelle la vue d'artiste, qui va évoluer pour aboutir en fait à la création aussi, évoluer ou parallèlement, l'émergence d'un nouvel art qu'on appelle l'art spatial ou le space art. Vous voyez là évidemment une vue d'artiste. Alors, ici, on ne peut plus parler avec les vues d'artistes de beaux-arts. Les œuvres relèvent plutôt de compositions qui sont réalisées avec différentes techniques que la peinture elle-même. Alors, pourtant, le dessin fut longtemps la technique préférée. D'ailleurs, il y a quelques siècles, l'art du dessin était nécessaire, et ça il faut le dire, l'art du dessin était nécessaire à la formation des astronomes, tout comme la science de la géométrie était enseignée aux artistes. Galilée lui-même fit ses propres croquis de la Lune, qu'il a publié dans son Sidereus Nuncius en 1610. C'est quand même un joli coup de crayon. Alors malgré l'apparition de l'astrographie dans la seconde moitié du XIXe siècle, la tradition du dessin va se prolonger jusqu'à aujourd'hui, avec des vues d'artistes qui sont extrêmement fréquentes en astronomie. Alors évidemment, aujourd'hui, on a recours beaucoup à l'infographie, à l'ordinateur. Alors voilà une vue d'artiste intéressante, que vous connaissez sans doute. Cette vue d'artiste, en fait, représente une exoplanète qui a été découverte en 2015. Alors, quel est l'intérêt de la vue d'artiste, en fait? La vue d'artiste, c'est tout simplement un moyen de vulgarisation qui permet, en fait, de faire connaître au grand public les découvertes astronomiques. On ne peut pas vraiment montrer, ou alors ce qu'on aura à montrer, ça serait tellement rébarbatif que ça n'intéresserait personne. Donc du coup, on demande à des artistes de le dessiner. Donc ce qui se passe, là il y a un artiste qui s'appelle Tim Pyle, qui travaillait d'ailleurs précédemment, avant d'être recruté par la NASA, travaillait pour Hollywood, qui a été recruté, puis alors, lorsqu'ils ont découvert en 2015 Kepler 452b, il y a eu un long dialogue de plusieurs semaines entre les scientifiques de la NASA et le peintre, et où ils lui ont donné des détails, voilà, la planète, c'est une super Terre, évidemment, qui est considérée dans la zone habitable, donc, etc., par rapport à son étoile. Donc elle devrait avoir cette forme-là, l'atmosphère devrait être à peu près comme ça, etc. Donc, et il essaie, en faisant ses allers-retours, de produire quelque chose qui soit le plus réaliste possible. À ceci près quand même qu'il veille toujours à ne pas faire quelque chose qui soit trop ressemblant à la Terre, pour ne pas susciter un émoi qui pourrait créer en fait des vocations chez certains qui voudraient peut-être partir un peu prématurément vers des autres contrées. Mais c'est vrai, il y a quand même une petite réserve, on fait attention quand même à ne pas
donner des traits qui pourraient rapprocher ces exoplanètes de la Terre. Voilà pour Kepler 452b. C'est une quasi-jumelle de la Terre. Hein. Elle est située dans la constellation du Cygne, à 14 000 années-lumière. Donc vous voyez, on n'y est pas. Une autre vue d'artiste, c'est la supernova SN 1987A, qui elle se situe dans le grand nuage de Magellan. Alors les premières observations, donc évidemment, datent de 87, et depuis les débris, en fait, depuis l'anneau de débris de la supernova, continue son expansion. On va le voir ici dans la seconde vue d'artiste, vous voyez, les débris de la supernova qui se dissipent dans l'espace. Alors, cette vue d'artiste se base sur les données recueillies par les antennes d'un radiotélescope ALMA situé au Chili dans le désert d'Atacama. Donc ça montre comment la matière est éjectée de la supernova. Donc je voudrais quand même vous montrer la même en vrai, puisque là vous avez cette supernova, là pour le coup, qui a été prise par Hubble. Donc vous voyez, entre cette photo et puis la précédente, on a quand même perdu quelque chose. Hein. Donc cette nécessité de montrer, c'est aussi nourrir un récit, le récit de l'exploration spatiale, de la découverte scientifique. La vue d'artiste est vraiment un outil très très puissant pour ça. Alors un petit jeu rapidement, parce que parfois on a des doutes, pour voir si d'après vous on a affaire à des vues d'artiste ou pas, puis on va évoluer tranquillement. On va passer de la vue d'artiste à l'aspect strictement artistique. Vous allez voir. Alors, vue d'artiste ou pas vue d'artiste? Photo ou vue d'artiste? C'est une vue d'artiste, effectivement. Vue d'artiste, photo? Pourtant, photo, c'est bien une photo. Pas évident, hein? Vue d'artiste ou photo? Vue d'artiste, ouais, plus facile. Mais quand même, hein, il y a quand même beaucoup de talent, je trouve. Hein. Photo. Évidemment, là, une photo très très célèbre. J'ai d'ailleurs en fond d'écran sur mon ordinateur. Là, il s'agit bien sûr des piliers de la création. Hein. C'est une image de colonne de poussière interstellaire qui a été prise le 2 avril 1995 par le télescope Hubble. Voilà, la structure, je le rappelle, est située dans la nébuleuse de l'Aigle, au cœur de l'amas ouvert M6. Voilà. Voilà pour ça. Juste sur les vues d'artistes, hein, ce que je trouvais intéressant, c'est que on était là encore un peu comme dans la même démarche qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, en tentant de reproduire des astres qu'on n'arrive pas à voir réellement. Donc on est quand même toujours dans cette approche un peu du mystérieux qu'on essaie absolument de reproduire. Alors on avance un tout petit peu pour passer à la dimension plus artistique de notre vue d'artiste. Vous voyez ici toujours ces piliers de la création, hein, qui là sont l'œuvre d'une artiste croate, je crois, Maya Popasic. Steve Black, un Américain, hein, lui qui a, de manière intéressante, je trouve, un peu anthropoformisé, c'est ça, donné une allure humaine en fait à la nébuleuse de l'Aigle. Alors c'est toujours un peu aussi cette idée du créateur, et le ciel, dans le ciel il y a ce créateur. On revient quand même toujours un peu à nos mythes, d'une certaine manière, même encore aujourd'hui. Voilà les Pléiades, toujours de la même artiste, Maya Popasic. J'aime bien cette peinture. Alors on voit là que évidemment l'imagination commence à prendre le pas. C'est évidemment une nébuleuse hein, qui existe, hein, une unicorne, mais l'artiste évidemment lui a un peu forcé les traits animaliers de la représentation.
Alors on a de l'animalier, mais on a aussi du naturaliste, hein, par exemple avec les anneaux de Saturne, représentés par ce peintre tchèque. Puis alors après, bon, on a des choses. Alors évidemment, là c'est un grand chapitre que je n'aborderai pas ce soir, celui de la bande dessinée. Juste un petit clin d'œil avec cette bande dessinée des années 50-60. Une bande dessinée qui s'appelle Dan Dare. Dan Dare, Dare c'est oser en anglais, donc c'est l'idée de ce casse-cou qui prend tous les risques, de ce héros, de son exploration de l'espace, de ses aventures dans l'espace. L'auteur c'est Frank Hampson. C'est vraiment une BD qui a été très célèbre en Grande-Bretagne. Et même on peut encore la trouver aujourd'hui. La bande dessinée, bon après on passe dans le loufoque, hein, on connaîtrait évidemment une célèbre figure de jeu vidéo, mais bon, il y a quand même de l'idée, parce que finalement, on le sait, hein, la fin des systèmes stellaires, c'est un peu ça, hein, les étoiles mangent leur système planétaire. On ne peut pas parler d'espace et de représentation artistique ou pseudo-artistique sans faire un petit passage par la propagande politique, en particulier avec les soviétiques, là qu'on était vraiment les maîtres du genre. Mais bon, vous savez, la propagande, j'en parlais tout à l'heure avec Vincent, j'écoutais hier une petite parenthèse du débat des primaires de la droite, et j'ai remarqué que sur les 7 candidats, il y en a 2 ou 3 qui mentionnaient le départ vers l'espace de la station Mir de Thomas Pesquet, notre astronaute, ou spationaute, on dit en français, je crois. Et qui brodait un peu à des fins politiques sur le courage, l'exemple montré par Thomas Pesquet. Donc toutes les civilisations, tous les régimes en fait aiment bien utiliser l'espace pour embellir leur blason, voilà, ou leurs écuries politiques diverses. Voilà, on termine cette partie sur le space, la vue d'artiste et le space art, et je conclurai cette présentation avec quelques réflexions ou illustrations sur le lien à l'avenir, aujourd'hui et puis dans les temps à venir, qui pourrait se faire jour entre les astres et les arts. Alors, la présence d'œuvres d'art, en fait, on a évidemment là vu des œuvres d'art qui ont été réalisées sur Terre, qui ont vocation à rester sur Terre, mais on a aussi des artistes qui ont fait des œuvres d'art qui avaient vocation à être envoyées dans l'espace. C'est une démarche quand même suffisamment intéressante pour qu'on s'y arrête quelques secondes. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, qui est le Voyager Golden Record, hein, qui était un disque embarqué à bord des 2 sondes spatiales Voyager en 1977. C'est pas la première fois qu'on envoie de l'art dans l'espace, mais j'ai voulu quand même commencer par ce disque de 12 pouces, qui contient des sons, des images sélectionnées pour dresser un portrait de la diversité de la Terre et de la culture sur Terre. Et c'est là où c'est intéressant. Évidemment, c'est destiné à d'éventuels extraterrestres qui pourraient le trouver. Alors, vous le savez, il faudra à peu près 40 000 ans pour que le son Voyager atteigne la plus proche étoile. Donc on est plus ici dans l'ordre du symbole que dans une tentative réelle de communiquer avec des extraterrestres. Mais bon, c'est intéressant parce que, alors avant évidemment, vous connaissez une autre plaque très célèbre, rectangulaire celle-ci, avec la représentation de l'homme et la femme dénudés. C'était Pionnier, juste avant. Alors, on ne retrouve pas, pour la petite histoire, l'homme et la femme dénudés, parce que ça a été scandale. À l'époque, il y avait eu des protestations de certains pays. Donc là, on a enlevé les naturistes. Voilà, alors sur ce disque figuraient par exemple alors des œuvres littéraires, mais aussi des concertos de Bach, des chants aborigènes d'Australie, le Melancholy Blues de Louis Armstrong, et puis bien d'autres musiques des 4 coins de la planète. En fait, la première fois qui a été envoyée, enfin, après les informations, on peut me tromper, hein, si vous avez des informations, n'hésitez pas. La première œuvre d'art, je crois, qui a été envoyée dans l'espace, et pourrait-on dire conçue pour l'espace, est celle dite de l'astronaute disparu, en fait en anglais The Fallen Astronaut. C'est une histoire qui est moins connue que celle des missions Voyager, mais moi que je trouve plus émouvante. Alors je vais vous la raconter rapidement.
une petite sculpture là, de 8,5 cm, toute petite, qui a été réalisée en aluminium par un artiste belge qui s'appelle Paul van Pedonck. Alors, à la suite de la rencontre de cet artiste avec l'équipage d'Apollo 15 au début du mois de juin 71. Alors, l'équipage d'Apollo 15 avait été marqué par la mort de 3 astronautes russes. Et donc, elle demandait à l'artiste, s'entendait avec l'artiste, pour commémorer un peu tous les astronautes, en fait, morts à l'occasion de la conquête spatiale. Et donc, l'artiste a accepté, et puis il a réalisé cette petite statuette. Ici, vous voyez, on a voulu quand même commémorer nominativement les astronautes, et les cosmonautes morts pendant l'exploration, enfin pour ou pendant l'exploration de l'espace. On avait quand même donné certaines consignes à l'artiste. D'une part, que la petite statuette ne devait représenter ni un homme ni une femme, être indistinct, et évidemment ne pointer aucune race en particulier, puis évidemment ne pas mentionner non plus le nom de l'artiste, etc., pour des raisons évidentes de non-commercialisation. C'était une œuvre qui se voulait véritablement universelle. Donc vous voyez que cette petite statuette a été déposée sur le Mons Hadley, sur la Lune, le 1er août 1971, par l'équipage d'Apollo 15, près d'une plaque commémorative qui portait le nom des 8 astronautes américains et des 6 cosmonautes soviétiques décédés. Alors les noms sont inscrits sans mention de la nationalité, c'est un beau symbole aussi, c'est-à-dire simplement là, ici l'espèce humaine. Alors il faut quand même dire que 2 cosmonautes, en l'occurrence morts pourtant pour l'exploration spatiale, ne figurent pas sur cette petite plaquette. Alors l'un, c'était un certain Valentin Bondarenko, qui est mort à l'entraînement dans l'incendie d'un caisson pressurisé. Et puis l'autre, alors un peu plus mystérieux, Grigory Nebouliov, mort en 1966, écrasé par un train, suicide ou accident. On sait qu'à l'époque, en Union soviétique, il n'y avait pas forcément les informations et qu'il se passait... que les accidents pouvaient être un peu suspects. Enfin, je n'irai pas plus loin, j'ai aucun élément de preuve, évidemment. Voilà, donc quand évidemment la presse internationale a eu connaissance de cette statuette, il y a eu une volonté aussi de l'exposer. Donc aujourd'hui, vous trouverez au musée de la NASA, au National Air and Space Museum, une copie de cette œuvre, voilà, qui a été reproduite de manière tout à fait digne. Alors depuis lors, les tentatives de création dans l'espace se sont, on va dire, un peu multipliées. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes. Voilà. En termes de sculpture, le Cosmic Dancer, le danseur cosmique. Vous voyez ce petit... Ça ressemble à un jouet, en fait. Mais l'idée, évidemment, ici, c'est qu'en apesanteur, cette structure aux formes irrégulières va se déplacer, faire une sorte de palais avec des formes toujours, des mouvements toujours différents. Et donc là, on la voit à l'œuvre. On voit ce Cosmic Dancer à l'œuvre dans la station Mir en mai 93. D'ailleurs, les cosmonautes ont été interrogés à la suite de cette expérience et ont manifesté en fait aussi l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour leur psychologie d'avoir des œuvres artistiques à bord, ça leur permettait d'une certaine manière de mieux endurer l'angoisse et le stress propre à leur voyage. Dans un autre style, la chorégraphie, la danse, qui elle aussi s'intéresse à la dimension extraterrestre en fait de sa création. Alors évidemment ici, il n'y a pas une danseuse dans la station Mir. Il s'agit d'un vol parabolique. Vous savez, ces vols qui montent très très haut, très vite et qui permettent de recréer artificiellement les conditions de la pesanteur. Vous avez cette chorégraphe qui s'intéresse à l'utilisation de la pesanteur dans la danse, pour la danse. Et puis, là, j'ai trouvé intéressant de vous montrer aussi une simulation vidéo. Alors, ce n'est pas une photo, là, c'est une simulation vidéo, mais je n'ai pas pu la voir. Donc, je vous montre juste une photo. L'artiste en question, c'est Richard Clark, un Américain, en collaboration avec un laboratoire scientifique américain, a en fait
représenter le mouvement des débris orbitaux, hein, tous les déchets des stations spatiales, fusées et autres satellites qui orbitent autour de la Terre. Alors, il y en a à peu près 70 000, je crois, au dernier compte, peut-être plus, peut-être moins, des dizaines de milliers en tous les cas. Lui, il a simplement sélectionné 192 déchets orbitaux, et puis il leur a donné une couleur. Chaque couleur, en fait, désigne le pays émetteur. Je ne pourrais pas vous dire les couleurs, mais bon, mettons le rose ou le rouge, là, ça sera peut-être les Russes, le vert, les Américains, le bleu, les Chinois. Voilà. Et puis alors, c'est une simulation vidéo avec une petite musique d'un compositeur français, Richard Battier. Voilà, ça date de 2003. Vous voyez, les incursions de l'art dans l'espace sont quand même à la fois très variées et très originales. Alors dans un autre genre, là c'est pas l'art dans l'espace, mais c'est plutôt utiliser la Terre comme support artistique pour la création d'œuvres d'art. Et ici, alors vous avez sans doute entendu parler de cette œuvre Signature Terre de 1989, vue du ciel donc, et de l'espace. Alors la Signature Terre, en fait, elle se composait de 16 carrés noirs de 60 mètres de côté, qui formaient le symbole médiéval de la planète. Vous savez, la planète avec la croix dessus, le symbole médiéval. L'artiste a choisi de reproduire, je ne sais pas pourquoi, évidemment, mais il a choisi de reproduire le symbole médiéval de la planète, avec ces 16 carrés de 60 mètres de côté, ce qui représente une surface quand même d'un peu moins de 400 000 mètres carrés. Donc on voit également cette signature Terre qui a été prise également, vous le voyez sur la droite, par le satellite Spot, donc à 830 km d'altitude. Alors encore plus extrême, et même beaucoup plus extrême, du même artiste, je n'ai pas pu trouver mieux que cette représentation, le triangle du Pacifique. Alors ici, je n'ai pas mentionné d'ailleurs le nom de l'artiste, il s'agit d'un plasticien qui s'appelle Pierre Comte, auteur de la signature Terre et du triangle du Pacifique. Pierre Comte a déposé en fait 14 réflecteurs solaires, il les a fixés sur 14 atolls coralliens, composant à distance sur 14 atolls coralliens, pour former, vous voyez, un triangle. Alors, chaque côté du triangle représente 7000 km. Entre le 20e nord et le 20e sud. Et il a formé ce triangle du Pacifique avec ses réflecteurs. Ouais, impressionnant, hein, comme travail. Un peu mégalomaniaque quand même. Voilà, je voudrais terminer cette présentation, parce qu'on arrive déjà à la fin, avec, si je peux... Voilà, faire un petit clin d'œil de nouveau. Ah, non, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Je vais vous la repasser. Voilà. Avant de passer à la dernière, vraiment la dernière diapo, revenir un peu à l'idée de la musique des sphères dont on a parlé tout à l'heure, avec cette œuvre d'art tout à fait contemporaine de Hugo Hertz. Et puis, puisque j'en ai pas, j'ai un peu, comment dire, les remords. Je n'ai pas parlé de poète et de poésie à l'occasion de cette présentation. Donc je voudrais juste conclure en citant quelques vers du grand Victor Hugo, de notre Victor Hugo national, tiré des 4 vents de l'esprit. C'est un poème qu'il a consacré à Aldébaran. Aldébaran, clarté de l'insondable grève, n'est pas seulement dans le gouffre vermeil, un de ces inconnus que nous nommons soleil. Tu n'as pas seulement, comme le chérubim, une face splendide et sombre sur l'abîme. Ô spectre, ô vision, tu n'es pas seulement, au fond du ciel sinistre, un éblouissement. Ta merveille, c'est d'être une roue inouïe de lumière, à jamais dans l'ombre épanouie. Voilà, merci à Victor Hugo. Et à Claude Samuel Lévin, encore une fois, pour sa musique des sphères. Et la petite blague, la petite plaisanterie qu'il m'a amicalement faite, très amicalement faite, Étienne Minot, qui n'est pas là ce soir, membre du club des CPI, qui
devait, en fait, à l'origine, le projet, c'était qu'il fasse une exposition, parce que Étienne est caricaturiste, et voulait faire une exposition de ses œuvres. Alors, bon, il ne peut pas être là ce soir, mais il m'a quand même envoyé ce petit dessin. Je trouve, alors bon, je ne sais pas si je dois m'en réjouir, mais il est quand même assez ressemblant. Voilà où Étienne reprend quelques grandes citations, et en particulier, c'est intéressant, on ne s'est pas concerné, vous voyez la citation d'Albert Einstein, à peu près la même, hein, la chose la plus belle qui soit, le mystère de l'univers, berceau de la révélation, encore mieux dit, et on ne s'est pas du tout concerté, vous voyez, donc on était vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, je vous remercie, puis bien sûr, j'ai des questions, des commentaires, n'hésitez pas.